Oh bah, peut-être que la prochaine fois, si on le laisse faire ça aujourd'hui, il mettra un moteur, ça ira encore plus vite. Bon, je regrette un petit peu ça de sa part, mais enfin c'est un Hollandais, c'est dans sa nature, enfin c'est dans leur nature. Oui, c'est vrai, j'ai craqué, j'avançais pas. Dans un contre-la-montre, on dit toujours il faut partir vite, accélérer au milieu et finir au sprint. Moi, je suis parti doucement, j'ai ralenti au milieu et je me suis arrêté à la fin. Le favori le plus inabordable de ce tour, très entouré, trop entouré, en tout cas invisible, c'est Bernard Hinault. À quelques mètres, la tignasse blonde d'un autre favori, Laurent Fignon. Plus soucieux, il pense peut-être à la promesse d'Hinault qui a décidé de faire gagner l'Américain à lunettes, Greg LeMond. Alors, question, qu'en pense le peloton ? C'est pas possible à un niveau comme le Tour de France de décider qui va gagner. Pour y croire, il faudra que LeMond prouve que c'est le garçon en forme de ce tour, mais disons que Hinault ne laissera pas certainement passer la chance de gagner un 6e tour. Comme Bernard a préparé ce Tour de France, je crois qu'il y pense sérieusement pour lui-même. Si Hinault est en difficulté dans la montagne, vous l'attendrez cette fois ? Non. Chacun pour soi. Non, mais je suis bien. Alors Bernard Hinault est rassuré, LeMond veut gagner. Mais si Hinault a autant d'ambition, la lutte sera dure. Une lutte qui commence dès le prologue contre la montre. C'est parti pour Greg LeMond, la pleine puissance sur sa machine, le vélo est devenu presque traditionnel, roue lenticulaire, guidon en corne de vache, à fond sur 4 km 600, un casque profilé pour mieux rentrer dans l'air, LeMond avait battu Hinault l'an passé, il termine 8e seulement, à 4 secondes du vainqueur. Battu de 4 secondes également, Laurent Fignon. Fignon est puissant, c'est l'un des favoris du Tour, il n'ira pas plus vite que Greg LeMond. À 14h29, enfin, c'est Bernard Hinault qui s'élance. Le dernier concurrent à partir est peut-être le plus fort. En tout cas, il a 5 minutes pour le prouver, le temps de rallier l'arrivée et d'avaler 4 km 600. Une bagatelle pour Hinault qui peut rouler à fond sur plus de 70 km. Mais le spécialiste du contre-la-montre est battu lui aussi. Hinault ne termine que 3e à 2 secondes du premier. Hinault battu avec un autre spécialiste, le Belge Eric van der Arden, vainqueur l'an passé, souvenez-vous, dans le contre-la-montre à Villard-de-Lans, mais van der Arden n'est que 2e. LeMond, Fignon, Hinault, van der Arden battu, mais battu par qui ? Battu par cet homme en tête avec lui aussi un casque profilé, un vélo révolutionnaire, roue lenticulaire et guidon en corne de vache. Battus tous par les jambes d'un jeune coéquipier de Laurent Fignon, c'est bien sûr Thierry Marry, un Normand de 23 ans qui réussit le meilleur temps aujourd'hui, 5 minutes 21 secondes. Thierry Marry, premier maillot jaune de ce Tour 86 et surtout première victoire pour la bande à Guimard. Je crois qu'on est encore tous bien placés dans ce prologue. Il y a Bondul, il y a Gagne, il y a moi-même. Je crois que ça fait très plaisir et qu'on va être bien placé pour la suite. Thierry Marry fait un très bon temps et puis on s'aperçoit qu'il y a une sorte de carénage sur son vélo. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, l'ancien, comme vous dites ? Oh bah, peut-être que la prochaine fois, si on le laisse faire ça aujourd'hui, il mettra un moteur, ça ira encore plus vite. Un carénage qui est en réalité un appui lombaire en carbone. J'ai un coup de pédale, si vous voulez, où je travaille en force. Et j'ai un appui lombaire, donc quand je travaille au maximum, j'ai cet appui lombaire, donc je suis calé derrière, si vous voulez, et je donne mon maximum. Une chose est quand même assez bizarre, c'est que Laurent Fignon ne l'ait pas utilisé. Il y a très longtemps d'ailleurs que nous avions l'intention
de progresser encore. Et cet appui lombaire que nous avons mis au point pour ce Tour de France, il y a déjà 8 ans qu'il était dans les cartons. On l'avait déjà essayé d'ailleurs il y a 8 ans et Bernard Hinault était présent d'ailleurs. Le classement du prologue est donc le classement général ce soir. Marie en jaune, pas de déclassement malgré les réclamations. La selle révolutionnaire est acceptée. Hinault est à 2 secondes. Fignon-Lemmon à 4 secondes. Demain, on change de banlieue. 85 km le matin tout d'abord, de Nanterre à Sceaux. L'après-midi, 56 km pour terminer, un contre-la-montre par équipe. Attention, le maillot jaune va sûrement changer d'épaule, peut-être en tout cas. Contre-la-montre par équipe entre Meudon et Saint-Quentin en Yvelines. C'est la voiture de Laurent Fignon, mais c'est Thierry Marie qui est en jaune, et être en jaune, c'est de gagner en fierté. Jean-Pierre Danguillaume n'a jamais porté le maillot jaune, Raymond Poulidor non plus. Et moi, pour ma deuxième année, c'est quand même formidable de porter le maillot jaune du Tour de France. Mais la question reste pourtant posée ce matin à Nanterre, comment peut-on protéger un maillot jaune ? On le protège en restant d'abord en permanence en tête de peloton et surtout en s'immisçant systématiquement dans toutes les échappées, c'est-à-dire en plaçant 1 ou 2 hommes dans les échappées et en assurant derrière un rythme suffisamment important pour que l'échappée s'essouffle. En attendant, ce sont les parachutistes des Hauts-de-Seine qui s'essoufflent et qui cherchent surtout à atterrir sans dommage, mais il y a beaucoup de monde et très peu de place. Hinault en profite pour gagner quelques places sur le tricheur. Thierry Marie, lui, a dû attendre que l'imposant peloton soit lancé pour rejoindre ses coéquipiers. Autrement dit, 210 coureurs vont sillonner la banlieue. Virage, souterrain, chute même à Levallois. Les coureurs n'apprécient pas vraiment. Et un coureur très célèbre dira même aujourd'hui, c'était le Grand Prix des îlots directionnels. En tout cas, 1 minute 47 secondes d'avance pour le numéro 210. Voilà un petit futé qui évite tous les pièges de la grande ville, mais qui a surtout une idée en tête. Alex Stieda, c'est son nom, un Canadien de 25 ans, membre de l'équipe américaine du Tour, a compris qu'avec le jeu des 5 bonifications cumulées, il peut revêtir le maillot jaune à Sceaux. Derrière lui, on se partage, si l'on peut dire, les places d'honneur. On attaque pour gagner 6 secondes, 3 secondes de bonification. On attaque d'abord de manière désordonnée. Ça s'appelle flinguer, faire des petites attaques. Donc d'abord des attaques de manière désordonnée. Et puis, ça va être beaucoup plus construit avec ce petit groupe qui se décide à combler le retard avec le Canadien volant. Il y a la Solvel, notamment Anderson et Verscure à l'arrière. Stieda, lui, est vite fatigué, il est rejoint avant l'arrivée, et l'arrivée va se disputer au sprint. Le Belge Paul Verscure remporte cette première étape à Sceaux. C'est en même temps un premier succès pour l'équipe de Pierre Bazzo. Le peloton emmené par Anderson et Stieda, qui étaient bien revenus, termine à 6 secondes. Bernard Hinault, pas très souriant, n'aime pas trop cette étape, termine à 8 secondes. Et Alex Stieda, lui, n'est pas mécontent du tout d'endosser le maillot jaune. Vous avez le bonjour du Nouveau Monde. Au Canada, à l'ouest du Canada, Vancouver, tu connais? Oui, on connaît, mais on connaît surtout la raison qui pousse Hinault et les siens à faire la sieste. Il faut oublier le matin pour mieux préparer l'après-midi. Le contre-la-montre par équipe, c'est quelque chose d'essentiel. Moi, je trouve que c'est pas bien de faire une étape comme ça avant un contre-la-montre par équipe. Il faut faire l'après-midi, l'étape individuelle et le contre-la-montre par équipe dans le matin, ou juste faire le contre-la-montre par équipe. Alex Stieda aux commandes de l'équipe américaine sur les 56 km du contre-la-montre. Il faut faire une performance pour garder le maillot jaune, mais la fatigue joue des tours. Regardez la chute
d'Eric Heiden après le virage est un coup dur. C'est pas lui, le voilà, Eric Heiden. Et pendant qu'Heiden se relève, eh bien Bernard Hinault, lui, pense à sa course et à celle de son équipe. L'ambition est pourtant avouée, il faut reprendre le maillot jaune. Par équipe, le mot d'ordre est simple, solidarité et relais efficace jusqu'à l'arrivée. Le contre-la-montre par équipe, c'est sans doute l'effort le plus beau, le plus intense pour Hinault, Bauer, Lehmann, Amsteen, Bernard, Rutimann ou Vigneron. 1 h 12 minutes 22 secondes pour faire 56 km. Ce n'est pas le meilleur temps, c'en est loin. C'est le 5e seulement pour l'équipe de Bernard Hinault. Pas vraiment réussi ce contre-la-montre par équipe. En tout cas, la vie claire est battue par la formation de Joël Pellier. Les jaunes et bleus du vicomte de Gribaldi sont privés de Sean Kelly, mais Pellier, Muller, Garde ou Vandenbroek réussissent 13 secondes de mieux que l'équipe d'Hinault. « 1 h 12 minutes 9 secondes, c'est en quelque sorte le casse de l'après-midi. Henk Luberding en tête, c'est Panasonic qui fonce. Anderson, Plankert, Van der Arden, Van der Velde, Winen réunis, c'est puissant et généralement ça fait des dégâts. Seulement voilà, l'équipe de Peter Post doit se contenter de la 3e place seulement. 1 h 11 minutes 29 secondes à l'arrivée à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et ces Hollandais et ces Belges réunis, qui sont pourtant des spécialistes, sont battus par des Suisses et des Italiens réunis. L'équipe Carrera, en plein effort, conduite par le vainqueur du Dauphiné libéré de cette année, le champion suisse Urs Zimmermann. Le voilà, Zimmermann, Roche, Bontempi et Léali vont vite. Il décroche la 2e place en 1 h 11 minutes et 5 secondes. La victoire enfin, la victoire, elle est déjà dans la tête de Laurent Fignon au départ de Meudon cet après-midi. Pendant 56 km, la solidarité la plus indestructible est peinte en jaune et noir. La bande à Guimard a changé de sponsor, mais les abeilles travaillent toujours autant. Il y a 38 secondes d'avance dans toutes ses jambes à l'arrivée. Victoire donc pour l'équipe de Laurent Fignon. Systémus, cette année, on a eu tellement de malheur qu'on ne s'est jamais découragé. Je crois que c'est la qualité première de l'équipe Systémus, c'est de jamais se décourager, d'être toujours mordant, d'être toujours attaqué. Et je crois qu'aujourd'hui, on a encore prouvé qu'on était toujours là quand il fallait. Alors Thierry, finalement, ce maillot jaune, on va le garder. Et cette étape du jour qui commence par une énigme, à quoi peut bien penser Laurent Fignon seul sur un banc public de Levallois-Perret? Est-ce que Fignon pense à Hinault qui a été relégué après de 2 minutes au classement général hier? Ou bien pense-t-il à Greg Lehmann qui n'est pas mieux loti? Non, Laurent Fignon se dit tout simplement que Cyril Guimard, son directeur sportif, est un sorcier. Placer 7 Système U dans les premières places, c'est très fort. La parole au sorcier. Alors, premièrement, il n'y a pas de sorcellerie, heureusement. Ou il faudrait y croire. Non, je crois que la seule chose qui nous permet d'être au top niveau sur les gros objectifs, c'est avant tout le travail individuel de chaque coureur et puis le travail collectif que l'on peut faire. Bon, à titre d'exemple, il faut savoir qu'au lendemain du championnat de France, nous sommes partis une dizaine de jours au centre Paul Ricard au Mortis. Et que là, nous avons beaucoup travaillé, nous sommes beaucoup reposés. Disons que pour nous, ça a été une semaine capitale avant le départ de ce Tour de France. Ah, j'ai oublié Hinault. Quel était son problème? C'est fameux commissaire trop zélé que le Breton n'aime pas beaucoup.
Je crois qu'on a quand même des commissaires qui sont super idiots. Il faut vraiment commencer à dire le mot. Si au bout de 12 ans, on ne connaît pas un coureur, je crois que c'est même pas la peine qu'ils viennent ici. C'est-à-dire qu'on vous demande votre licence Voilà, tous les jours. et tous les jours, je prends une amende parce que j'ai pas présenté ma licence. Alors s'il veut, je vais lui donner mon numéro et tout, je vais lui faire. Finalement, le Tour de France vous coûte cher, Bernard. Ouais, il coûte très cher. Et oui, Hinault qui paye pour courir, c'est du jamais vu. En tout cas, la colère du Breton déclenche la colère du ciel. Il pleut sur le Valois au moment du départ. La pluie, voilà bien l'un des adversaires les plus redoutés du coureur. Alors, on s'équipe. Chaudement. Ce qui n'empêche pas de boire sous la pluie. Le beau temps est revenu, Hinault retrouve le sourire. L'étape est bien partie, 214 km à travers la Picardie et le Pas-de-Calais, direction Liévin. Côte à côte, Fignon, Hinault. Marie est bien là. Lemon aussi avec son drôle de casque. Kilomètre 31, la course s'anime enfin. La côte de Saint-Martin-du-Tertre pour quelques secondes de bonification. C'est Duclos-Lassalle qui passe en deuxième position derrière l'Italien Fannin, mais devant Robert Millar. Mais ce n'est pas très sérieux. La première échappée sérieuse, elle s'appelle ici Gloss, notamment avec Nullens, scénario classique à ce moment-là. Pour protéger le maillot jaune de Thierry Marie, les systèmes U-Chasse, comprenez, il faut rattraper les fuyards. La tête de la course s'anime encore un peu plus, c'est la conquête des bonifications pour les fameux sprint catch. Tout cela ne grimpe pas beaucoup et quand ça grimpe un tout petit peu, eh bien le Colombien Herrera est là, il en profite et regardez, l'image est un peu gag car Herrera va se faire taper sur le dos par celui qui possède le maillot à poire. Dans ce début de tour, c'est tout simplement Stieda. Voilà, Herrera qui passe la petite côte en tête et finalement c'est Stieda qui lui tape sur l'épaule. Tout cela est assez marrant finalement car Herrera est bien le meilleur grimpeur du monde. Et maintenant, on arrive à peu près vers 18h et là les choses sérieuses commencent. La parole à Charlie Mottet. Charlie qui est avec nous donc pour regarder ce journal du Tour de France. Alors Charlie, comment c'est parti cette échappée? Ouais, c'est parti tout bêtement. C'était le peloton roulait à un train régulier et j'étais bien placé avec Laurent Biondi. Bon, on a fait le maximum ensuite pour mener cette échappée à bien, surtout pour faire travailler l'équipe La Vie Claire puisqu'il n'était pas représenté devant. On vous voit ici avec les cheveux au vent, vous n'avez pas votre casquette. Il y avait donc 2 représentants de votre équipe, mais pas de copain de Bernard Hinault. Alors que là, c'est Etchavé. Il a failli vous jouer un bien vilain tour. Ouais, il était très fort, mais je pense qu'il n'a pas eu de chance et en plus il est parti peut-être d'un peu loin quand même. Alors s'il n'a pas eu de chance, c'est ce qu'on voit sur ces images, c'est parce qu'il est victime d'une crevaison, ceci vraiment à quelques kilomètres de la ligne d'arrivée. Alors vous allez revenir sur lui et là on pense que la victoire va se jouer dans votre groupe et que vous allez peut-être pouvoir partir. Oui, c'est-à-dire que là j'ai fait le sprint bonification en haut, le catch pour essayer pour éviter que le leader au classement des catchs prenne un peu plus de points et des temps surtout pour protéger le maillot à Thierry. Là, on vous a fort bien vu, tandis que derrière, voilà, c'est ce que vous vouliez. Eh bien, vous faites travailler l'équipe, bien sûr, de Bernard Hinault, qui est obligé de dépenser des forces pour revenir sur vous, car cette équipe n'était pas représentée devant, bien entendu. Et donc là, c'est l'arrivée. Regardez, c'est le marchand, l'équipier de, disons, l'élève de Pierre Bazzo qui sort, mais c'est finalement David Finlay, l'américain, qui l'emporte. Petite réaction de Marie, le peloton termine à 3 secondes. Marie ne sait pas encore qu'il garde le maillot jaune, mais il l'a sur le dos. Il vaut mieux que ça se passe entre familles, quoi. De toute façon, je vais bien voir tout à l'heure. À Liévin ce matin, personne n'a vraiment le sourire. À commencer par le Colombien, le leader Luis Herrera, qui a perdu 4 coéquipiers depuis Paris. Herrera qui est bien seul. L'an passé a été pourtant plus difficile pour moi jusqu'à la montagne. J'avais notamment beaucoup souffert dans les 2 premières étapes. Ce qui veut dire que ça va mieux cette année? Oui, c'est sans doute l'expérience qui arrange bien des choses. Pas de sourire non plus du côté des coéquipiers de Bernard Hinault. On a manqué de vigilance dans l'étape d'hier. Hinault n'a pas apprécié. Il a fallu procéder à quelques réglages.
on reste toujours dans la même optique, c'est de faire gagner le Tour à Greg avec Bernard pour l'aider. Et bon, on verra comment la course va se passer dans les jours suivants et surtout contre la montagne. Et là, on verra. Pourtant, hier, Bernard Hinault avait l'air un peu grincheux dans le peloton. C'était dû à quoi? Non, mais je pense que quand Bernard est grincheux, c'est bon signe quand même. Et pour l'heure, la préoccupation de Bernard Hinault, c'est une conjonctivite tenace qu'il faut soigner plusieurs fois par jour, des gouttes qui tombent juste où il faut. Bravo Docteur Porte. Francis Castin, lui, joue les acrobates, le peloton musarde, l'étape est bien longue jusqu'à Évreux. On se ravitaille, c'est encore de l'acrobatie. Ça, c'est la pause hygiénique. Ça, c'est un flou artistique antenne 2. Et les autorisations pour obligations familiales sont délivrées auprès de Monsieur Lévitan. Alors, Jean-Claude Leclerc prend de l'avance. Mais où sont-ils? On s'alimente d'abord. Et on va chercher la famille. Ah, les voilà. Super, ils sont tous là. Le tonton, la tati. 2 bis pour la tati, le cousin, faut pas l'oublier. Ah puis ils sont là, les voisins, tout le monde est là, bravo. Ah c'est vraiment super, mais dépêchez-vous, je vais être en retard. Vas-y Coco, Leclerc c'est super. Il l'a pas vu, tant pis. Allez, retour dans l'autre grande famille du Tour. Assez fait joujou, dit Hinault. L'arrivée approche, on repart sérieusement. Bon, il faut bien dire que jusqu'à présent, on s'ennuie un petit peu, vous trouvez pas? Eh bien, au kilomètre 90, les choses changent grâce à monsieur Régis Simon. Oui, Régis Simon qui font plus de 10 minutes d'avance et qui reste en tête sur plus de 130 km. Régis Simon, un effort en solitaire, un effort superbe de tout le corps, de toute l'âme, un sprint interminable. De toute façon, la tactique, c'est d'aller jusqu'au bout. Ça lui permet de passer en tête à des catchs, ça lui permet de passer en tête à des grands prix de la montagne. Et puis de toute façon, maintenant, il a entamé son effort et ça sert à rien d'attendre le peloton. Aux Andelys, le peloton, lui, prend son envol et Dominique Gagne reprend le maillot jaune de Thierry Marie grâce aux bonifications. Ça, c'est du sprint. Devant, le raid de Régis Simon s'achève et Chavé l'Espagnol opère la jonction. J'ai toujours eu le vent de face toute la journée et je me suis un peu effondré sur la fin. On va gérer ce qu'est le coup aujourd'hui. Ça réagit derrière, mais tant pis. Hein. Tant pis pour Régis Simon qui tente de suivre Etchavé. Derrière, on se rapproche, les visages changent d'expression. Trahis par les efforts concédés sur plus de 100 km pour revenir sur les échappées. Et en plus, ça grimpe dans les derniers kilomètres. La côte de Chanteloup plus l'ascension de la côte de Wilson Churchill quand on arrive à Évreux. Le rythme s'accélère et c'est un grimpeur espagnol qui sort du peloton, Ruiz Cabestany. Il décroche Etchavé, les coéquipiers de Bernard Hinault font l'effort, mais la chute va être pour le Hollandais Larmerting. Ruiz Cabestany, lui, continue. Il réussit à décrocher Etchavé. Il va se retourner pour juger de l'écart. Il est à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Alors, Ruiz Cabestany va-t-il tenir ou le peloton va-t-il fondre sur lui? On change de vitesse pour aller encore plus vite dans les tout derniers mètres.
Eh bien non, Ruiz Cabestany ne sera pas rejoint, il tient bon et franchit la ligne d'arrivée avec 2 secondes d'avance seulement sur le peloton. Victoire de Ruiz Cabestany qui l'emporte devant Van der Arden, Hermans, Likens et Host. Le maillot jaune reste chez Système U, mais sur les épaules de Dominique Gagne cette fois. C'est le 3e maillot jaune que je porte, après le Tour d'Espagne, le Tour de l'Avenir, et j'espère le garder le plus longtemps possible. Alors pour avoir les idées claires, le classement de l'étape d'aujourd'hui, donc l'Espagnol devant Van der Arden, Hermans, Likens et Host. Au classement général, domination totale des Système U. Voyez, Marie est à 6 secondes. À signaler donc que Hinault est 28e à 2 minutes 06. L'homme du jour s'appelle Joël Pellier, plus de 100 km d'une échappée réussie avec Van der Velde. Pellier a un physique et un tempérament. Ce tempérament qui donne des impatiences dans les jambes des coéquipiers de Laurent Fignon. Depuis 3 jours, on se dispute le maillot jaune. Vous savez, avec l'étape de montagne, quand on sait qu'on est préparé, au bout du compte, on sait qu'on va le perdre. Mais là c'était difficile parce que moi, je rentre en Normandie aujourd'hui et puis demain, je passe près de chez moi. Et... Dominique Gagne, alors, vous lui avez volé, c'est pas sympa. Non, je vais pas voler quand même. On est toujours en Normandie et Thierry peut le reprendre encore. Vous êtes expliqué au Plochon hier soir? Oui, on a été se voir, mais tout va très bien entre nous. Hein. Alors aujourd'hui, ce maillot, il va aller sur les épaules de qui? De Thierry, de Dominique ou d'un autre peut-être? Dominique, vous allez le garder, vous? Je vais le garder, on verra bien ce soir. Tout cela en tout cas fait bien sourire JR, comprenez Jean-René Bernaudot qui fête aujourd'hui ses 30 ans. Bernaudot, c'est 9 Tours de France dans les mollets. Je le porte pas sur mon visage, c'est le principal. Un anniversaire mouillé lorsque l'énorme peloton quitte Évreux sous la pluie en compagnie de Jacques Lafitte et de Claude Lelouch. Lelouch qui va pouvoir fantasmer du plus long travelling de sa vie, 125 km jusqu'à Villers-sur-Mer, un travelling conduit par les Système U qui ont toujours l'intention de se ravir ce maillot jaune. Hinault ne veut pas du premier rôle et dès les premiers kilomètres, il y a de l'échappée dans l'air. C'est d'abord un coéquipier de Cric et Lyon qui démarre, mais au 16e kilomètre, c'est Joël Pellier et le Hollandais Johan Van der Velde qui ont l'intention de rallier seuls l'arrivée avec au passage, et c'est important et intéressant, le gain des bonifications. Pellier et Van der Velde, il va falloir s'entendre pour tenir jusqu'au bout. Les consignes, elles sont claires, tentez votre chance les gars, l'exploit n'en sera que plus beau. Exploit à l'avant donc, mais drame à l'arrière au kilomètre 33. C'est l'Américain Douglas Shapiro qui accroche le vélo de Pedro Munoz. L'Espagnol chute gravement et doit abandonner, de quoi démoraliser un directeur sportif. On a passé 3 jours avec l'euphorie, l'ambiance dans l'équipe. On était tous joyeux et aujourd'hui pour nous c'est une catastrophe. Direction l'hôpital de Caen pour Pedro Munoz. Il est tombé assez lourdement sur le sacrum, il souffre donc d'un traumatisme sacro-coccygien. Il a en plus des plaies importantes au coude droit et à la main. Et nous l'avons conduit directement à l'hôpital de Caen pour faire des radiographies qui nous permettront de faire un diagnostic un peu plus précis. Ce peloton est décidément très dense, tous les ralentissements sont dangereux. Encore une chute collective dont est victime notamment Luis Herrera. Les Colombiens ont failli perdre leur leader aujourd'hui. Des égratignures seulement pour Luis Herrera qui peut revenir au sein du peloton. Ouf, on a eu chaud du côté des Colombiens. Devant RAS, les jambes, le souffle, le moral de Pellier et Van der Velde tiennent bon.
L'écart ira même jusqu'à 5 minutes 43 et Van der Velde fait alors ses petits calculs. Cette étape a une forte odeur de maillot jaune. Le peloton est encore loin. Il tente de revenir. Les leaders sont là. On aperçoit Laurent Fignon, il y a Castin, un sprinter. Les Américains ne sont pas loin non plus. Mais l'avance des deux hommes se maintient malgré tout. Alors le Hollandais tire sa révérence aux jeunes Français. Salut vieux et merci, rendez-vous à l'arrivée. C'est facile à dire, mais la chaîne du vélo de Van der Velde en décide autrement. Ça se passe à droite, en bas d'écran. Voilà, c'est fait. C'est le coup de théâtre et c'est Pellier qui part seul. Entre-temps, Indurain, l'Espagnol et Plankert sont sortis du peloton. Mais Van der Velde, lui, est têtu. Il revient dans la roue de Pellier. Tout est à refaire. Les dernières côtes pour le peloton sont des coups de poignard dans les jambes. Mais l'avance est suffisante pour les deux fuyards. Et on s'aperçoit que Van der Velde manque de générosité. Il sait qu'il est maillot jaune à ce moment-là. Un beau geste constituerait à laisser gagner Pelé. Mais le Hollandais est gourmand. Il veut l'étape et le maillot jaune. Pellier, cinglant. On a toujours bien roulé ensemble. Sauf à partir du dernier grimpeur où là, il n'a plus passé un relais du tout. Bon, je regrette un petit peu ça de sa part. Mais enfin, c'est un Hollandais. C'est dans sa nature. Enfin, c'est dans leur nature. Dur. Le classement, victoire de Van der Velde devant Pellier. Le peloton est à 39 secondes au général. Le maillot jaune est désormais hollandais. Fignon est à 41 secondes. Hinault à 2,42. Johan Van der Velde est préoccupé en 5 jours. Le maillot jaune a changé 5 fois d'épaule. Le Hollandais est le plus en vue ce matin à Villers-sur-Mer. Mais peut-il garder longtemps le maillot jaune? La question se pose. Pourquoi pas? Il a déjà montré en 80, il passait l'école avec les meilleurs grimpeurs et tout, et pourquoi pas? Je pense que contre la montre, il va quand même perdre son maillot. Dans les contre-la-montre, il a quand même quelques difficultés. Je pense que dans le contre-la-montre à Nantes, Fignon sera peut-être un peu plus avantagé que lui. Avec un maillot jaune, on est toujours survolté et peut-être qu'il va faire un exploit. Ma foi, j'y crois pas trop quand même. Je pense pas. J'espère que non, parce que nous on l'a prévu pour Laurent, alors ce sera embêtant. Bref, vous l'avez constaté, les avis du peloton sont partagés, mais Van der Velde aura bien du mal à défendre ce maillot jaune, d'autant que dès les premiers kilomètres, ça flingue. Et dans ces conditions, les deux premières séries de bonification sont pour le Hollandais Gerrit Solveld, 12 et 12 égale 24 secondes pour le maillot rouge. Bernard Hinault, lui, semble préférer le slalom au sprint, mais détrompez-vous, cette image est bien trompeuse. Hinault a une idée derrière les lunettes. Une idée qui part au kilomètre 50 et qui regroupe Van den Broek, Solveld, Laven, Anderson, Hinault, Peters et les Carrera. L'écart va passer de 47 secondes à 1,30 et qui dit échappée dit relais. Les locomotives sont italiennes avec Leali notamment, mais aussi Machler, Scheepers et Roche. Hinault, lui, ne relâche pas son effort. C'est Hinault et les 12 évadés de la Manche. À ce moment précis de la course, on se demande si Bernard Hinault et le groupe des échappés sont capables d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à Cherbourg.
Et puis la deuxième question que l'on se pose, c'est quelle est la réaction derrière, la réaction du peloton et notamment celle de Laurent Fignon. Fignon lance la contre-offensive, aidé par de super coéquipiers, mais les Système U se sont fait piéger et ont tardé à réagir. On a mis 70 km quand même. Hein. Je crois qu'on n'a pas essayé d'assurer, on a essayé de revenir. Il y avait beaucoup de monde qui roulait avec Bernard devant et derrière, au début, les Peugeot nous ont aidés, puis après, on était tout seul. Ça n'a pas été facile. Hein. Une seule équipe a prêté main forte à l'équipe de Laurent Fignon, la vôtre. Alors pourquoi dans un premier temps ? Tout simplement parce qu'on n'avait personne dans l'échappée, puis on prévoyait un peu être dans l'échappée. Comme on l'a loupé, on s'est mis à rouler tout de suite. De toute façon, lorsque Bernard Hinault bouge, Fignon doit être vigilant. Guimard aussi a un œil derrière le peloton. C'est un petit peu normal puisque Bernard Hinault était parti dans un petit groupe à la suite d'un rush. Et bien évidemment qu'on ne pouvait pas laisser Bernard Hinault reprendre du temps. Laurent Fignon conduit donc la chasse, mais l'écart se maintient pourtant avec le groupe de tête. Et au ravitaillement, les échappés tentent de perdre un minimum de temps, quitte à manquer d'ailleurs la musette. En réalité, c'est le peloton qui recolle au groupe de Laurent Fignon et qui permet au Système U de combler l'écart avec Hinault, échappé avorté après 117 km de course et une superbe passe d'armes entre favoris. On peut donc souffler un peu, Cyril Guimard est content, Charlie Mottet a droit à 2 bidons. Du côté des Colombiens, on préfère un rythme beaucoup plus calme. Alfonso Flores était au bout du rouleau après 70 km de course-poursuite et tout le monde en profite aussi pour faire le point auprès du chef. Quant aux Panasonic, ils sont rassurés, le maillot jaune est toujours hollandais. Mais à peine remis de ses émotions, le peloton est à nouveau déchiré au kilomètre 167. Cette fois, c'est Bernaudo qui sonne la charge. Bernaudo qui va prendre plus d'1 minute 50 au peloton avec Bontempi, Sergent, Pagnine et Jean-Claude Garde. Bontempi aux commandes. Sergent, le champion belge, en relais. Et Bernaudo en plein effort. Derrière, c'est pas la promenade et le maillot vert de Van der Arden n'est pas bien loin, mais l'écart est toujours d'1 minute. Devant, Bontempi poursuit l'effort. Bontempi qui pense peut-être au maillot jaune en traversant en Sauce-Ménil, mais pour cela, il doit prendre les 12 secondes de bonification du sprint volant de Tour-la-Ville. En fait, les 12 secondes de bonification vont être pour le Belge Sergent qui bat Bontempi au catch. Regardez, à ce moment-là, Van der Velde a toujours le maillot jaune, d'autant que l'avance est réduite à 5 km de l'arrivée. Bontempi, lui, veut l'étape et surprend Bernaudo. Je pensais pas qu'il lançait son sprint d'aussi loin et son atout c'était de nous sortir de la roue au démarrage. Dominique Garde et Jean-Claude Garde étaient dans sa roue, il a explosé et ça l'a bien aidé et c'est dommage. Bien collé dans sa roue, c'est possible qu'à 100 mètres d'arrivée faiblisse et de s'arrêter jouable. Et Guido Bontempi, vainqueur de 4 étapes du Tour d'Italie et de Gand-Wevelgem cette année, l'emporte avec 2 secondes d'avance sur Pagnine, un autre Italien. Bernaudo est donc 3e, Sergent 4e, Jean-Claude Garde 5e et c'est Likens qui gagne le sprint du peloton avec 56 secondes de retard. Les classements, l'étape à Bontempi donc devant Pagnine, Bernaudo, Sergent et Jean-Claude Garde. Au général, Van der Velde est toujours maillot jaune. Thierry Marie à 42 secondes, Bontempi à 37, gagne à 36 secondes. Et puis les leaders, vous le voyez, Fignon 6e à 49 secondes. Herrera a déjà 6 minutes de retard. Cet homme contrôlait les armées, mais c'était il y a déjà bien longtemps, me direz-vous. La troupe du Tour de France, elle, ne se contrôle pas facilement. Au départ de Cherbourg ce matin, ils sont encore plus de 180 coureurs. Un énorme peloton par conséquent qui fait peur aux sprinters comme Host ou Van der Haven parce que depuis le départ, les sprints massifs à l'arrivée n'ont pas eu lieu. Nous, par exemple, l'équipe Panasonic, on a Van der Haven, on a Plancard, les Italiens, ils ont Bontempi. On a tout intérêt à regarder le peloton ensemble. Et si toutes les autres équipes gardent le groupe fermé, ça avantage les équipes comme nous.
Alors je pense que si le jour qu'il y aura plusieurs sprinters dans plusieurs équipes, on aura des sprints massifs. Des sprints, il y en a pourtant plein les étapes depuis le départ, mais ce sont des sprints volants où l'on gagne des secondes, les fameuses bonifications dont le spécialiste est un Hollandais tout rouge, Gerrit Solveld. À chaque sprint, il se fait emmener par tous ses équipiers pour marquer le plus grand nombre de points, de ramener le maillot à Paris. Et je pense qu'il est bien parti. Les bonifications, c'est certain que c'est toujours bon à prendre pour les gars qui sont un peu loin, tels que Bernard Hinault, comme hier, il a essayé de reprendre quelques bonifications. Ou alors, l'équipe Système U laisse partir des gars qui sont moins dangereux pour essayer justement que les favoris ne prennent pas ces bonifications. Nous n'avions pas intérêt à bloquer la course jusqu'à l'arrivée, donc à 20-30 km de l'arrivée, dans la mesure où les échappés ne représentaient pas un danger pour nous, soit pour le classement général final, soit pour le classement du maillot jaune. Nous avons laissé les échappés partir. Ce qui fait que nos adversaires et ceux qui étaient intéressés par les victoires d'étape réagissaient beaucoup trop tard. Peu de vrais sprinters dans la plupart des équipes, des bonifications qui font du bien au classement général. Voilà donc les deux raisons qui expliquent que ce tour soit animé. Une animation que se charge d'ailleurs d'organiser le maillot rouge dès le kilomètre 95, surveillé toutefois par le maillot jaune parce que Bontempi a pris 12 secondes et qu'il y a danger. 20 km plus loin, nouvelle rafle de bonification pour Bontempi, mais cette fois Fignon veut une part du butin derrière. On a du mal à suivre. Décidément, ce tour cette année est vraiment difficile. Ça roule beaucoup et je ne sais pas comment on va attaquer les Pyrénées, mais je crois qu'on ne va pas être en très bon état de fraîcheur. Une chose est sûre, ce peloton est un vrai monstre, un mille pattes qui s'étire à l'infini et qui se relance sans arrêt. La première tentative sérieuse va être signée Marc Gomez qui emmène un groupe d'échappés pendant une dizaine de kilomètres. Gomez, Yates, Ducros, Serrine, Jean-Claude Garde seront rejoints. Des efforts pour rien parce que c'est derrière qu'on prend du galon, derrière où les chutes quotidiennes font désormais sourire les victimes. En tout cas, devant, on ne se décourage pas. C'est le Belge Edmonds qui relance avec l'Espagnol Indurain. Tout le monde essaie bien sûr de partir, y compris les néophytes comme l'Italien Giovannetti. Mais Giovannetti sera vite rejoint. Aujourd'hui, les bonnes sorties sont bien rares. C'est parce que tout le monde se méfie de tout le monde. Et puis il y a toujours des gars qui sortent parce que c'est aussi un parcours très difficile, très accidenté. Et puis une fois qu'on va chercher un groupe et un autre groupe qui part, alors c'est très difficile à contrôler toute la course. Hein. Mais l'Espagnol Indurain, décidément, insiste. Il a pourtant le genou bandé, mais c'est lui qui décroche le peloton pour de bon. Indurain réussit à creuser l'écart avec Esparza, le Danois Pedersen, Ludo Peters, l'Espagnol Blanco, l'Irlandais Kimmage, Steven Hagen et Eric Caritou. Au kilomètre 163, le groupe a presque une minute d'avance sur le peloton, mais il y a encore 2 côtes de 3e catégorie à franchir avant l'arrivée et ce peloton qui est derrière et qui pousse. Huit échappés rejoints bientôt par De Wolf, Kiffel, Ducros et Bruno Cornillet. Étant donné qu'on n'avait pas de Peugeot devant, on s'est mis à flinguer aussi de tous les côtés parce qu'on a un rôle de comment on dit, on va mettre le bazar sur ce Tour de France si on peut. 12 échappés donc à 4 km de l'arrivée avec 1:10 d'avance sur le peloton. Aujourd'hui encore, le même scénario s'est répété. Il a fallu qu'à quelques kilomètres de l'arrivée, un petit groupe s'extrait carrément du peloton pour pouvoir s'assurer la victoire au bout. Ici, victoire de Ludo Peters à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Un Ludo Peters bien aidé en réalité dans le sprint final par son coéquipier Martin Ducros. Peters, vainqueur d'étape, pas de bonification à l'arrivée, mais beaucoup plus de sécurité pour le sprint.
ce n'est pas dangereux le sprint avec un petit groupe. Les classements, victoire de Petersson devant l'américain Kiffel, Indurain et Pedersen. Au classement général, le maillot jaune change encore. Il quitte Van der Velde pour le Danois Pedersen qui a 11 secondes d'avance sur le Hollandais, 27 sur Bontempi et 45 sur Fignon. Les favoris, Hinault est à 2,53, Lemon à 2,58, Herrera est à 6 minutes 17. Harmonica et Stradivarius, le violoniste Ivry Gitlis promène son génie dans le peloton du Tour de France. La 8e étape sent bon la musique, mais la route est bien longue jusqu'à Nantes. Le maillot jaune est sur les épaules d'un Danois, Pedersen, Saint-Hilaire de Harcouët, Nantes. Ah, Nantes! Et oui, Nantes, le club du champion du monde Bourruchaga, donc la ville du foot. Bon, allez, assez joué, direction Nantes donc avec un ballon sous les pédales. Et dès le 6e kilomètre, la musique s'emballe. L'attaque est menée par 12 coureurs, Jean-Claude Bagot en tête. Le groupe réussit à creuser l'écart et prend plus de 3 minutes d'avance. Les 12, avec notamment Bauer, Duclos-Lassalle, Bondu, Yvon Madiot, le champion de France, et Bernard Vallée. Ce matin, je me suis trouvé bien placé pour aller dans cette échappée et je ne l'ai pas manqué. Malheureusement, ça a réagi très très vite parce qu'il manquait quelques grosses équipes et il y a eu de bonnes réactions des autres. Les autres, ce sont les coéquipiers de Criquet-Lyon qui chassent. C'est d'ailleurs une vraie chasse à courre. Il faut en tout cas 50 km pour assurer la jonction. Voilà, c'est fait, les 12 sont rejoints. Bernard Hinault peut donc régner en paix. Laurent Fignon, lui, n'a aucun souci. Quant au maillot jaune, il est toujours la propriété du Danois Pedersen. Gros plan maintenant sur le numéro 74, Marc Gomez quitte le peloton, il a son bon de sortie pour aller embrasser sa femme et son fils Guillaume. On somnole un peu en attendant le ravitaillement, alors Ivry Gitlis décide de charmer ce peloton. C'est superbe, il y a pourtant une fausse note derrière, elle est malheureusement pour Laurent Fignon, une crevaison insolente en plein repas. Mais les copains sont là, des copains qui ont volé le maillot jaune, ce maillot jaune le plus infidèle peut-être depuis bien longtemps, mais un maillot qu'on adore sentir et toucher. Ça, c'est derrière. Devant, il y a toujours des petits malins pour quitter la grande famille, et le plus décidé au kilomètre 129, c'est monsieur Eddy Plancart qui réussit à prendre une 20 d'avance. Derrière, la réaction s'appelle Joël Pellier. Eddy Plancart va tenir 25 km. La jonction se fera au kilomètre 154.
Eddy Planckaert est rejoint, alors on s'assagit un petit peu, il faut récupérer, souffler, c'est normal. Mais ça repart au kilomètre 170. Cette fois, c'est Peugeot qui mène la danse, avec notamment Bruno Cornillet. Il y a aussi Contini, Amstin l'américain de la Vie-Claire, Jean-Claude Garde, Franck Host. Il y a également Léali, Vallée, Ruiz Cabestany et Bernonneau. Bernonneau décidément plein d'énergie depuis le départ. Le groupe prend 40 secondes d'avance, mais l'arrivée est proche. Les systèmes mu reviennent en trombe. Un petit peu plus tard, Contini veut partir seul à 3 km de l'arrivée. L'Italien est vite rejoint. Les sprinters vont enfin s'offrir un gueuleton. Planckaert ou Van der Arden, la victoire à Eddy Planckaert. C'est le premier sprint en groupe et je pense que c'est le seul sprint en groupe. Pedersen reste maillot jaune, mais tous les esprits gambergent bien sûr sur le contre-la-montre de demain. À combien les favoris vont-ils repousser Herrera avant la montagne? Un grand Hinault, il peut prendre 5-6 minutes, mais moi peut-être 3-4 minutes. Je pense qu'il perdra 5 à 6 minutes. Je perdrai 4 ou 5 minutes au maximum, c'est ce que je crois. Les classements, l'étape donc à Planckaert qui a battu Van der Arden et Likens. Au classement général, le Danois Pedersen reste en jaune, Laurent Fignon est toujours à 45 secondes. Les autres favoris, Hinault est à 2 minutes 53. Voilà. Lemon à 2,58, Criquelieu en 3,27, Herrera toujours à 6,17. Qui sur 61 km 500. Qui pour la victoire du contre-la-montre de Nantes aujourd'hui? Lemon, Hinault. Hinault, Fignon et Lemon. La tercère, qu'est-ce que je gagne? Lemon. Fignon, Hinault, Roche. Fignon. Pourquoi? Ah, parce qu'il est bien sympathique. Hinault, Fignon, Lemon, eux, c'est cet après-midi. Lui, c'est ce matin, il est 8h30, il s'est levé très tôt. 6h. Non, 10h. Ah, non, ce matin. À quelle heure vous vous êtes levé? 6h30. Guido Winterberg est suisse, mais il est surtout dernier au général, donc le premier contre-la-montre. Il part pour 61 km dans l'anonymat. 1h24 minutes, 6 secondes d'effort. À 10h, Guido Winterberg peut rentrer se coucher. Il est toujours dernier au classement général. À 9h24, c'est Alain Bondu qui s'élance. Bondu tient le meilleur temps, l'espace de quelques minutes. Il a fourni un gros effort, son rythme cardiaque le confirme. De temps en temps, en haut des bosses, on voit le relief à la limite du circuit, puisqu'on voit les bosses où le cœur monte beaucoup plus haut. Et bon, j'arrive à monter à 165 et le sprint final à 175. 11h18, c'est le tour du Colombien Luis Herrera. Combien de temps à perdre? 5 minutes. Le problème d'Herrera, vous l'avez compris, éviter de perdre plus de 4 ou 5 minutes sur les favoris avant la montagne, comme le dit Raphaël Gemignani. Bref, il faut limiter les dégâts. Herrera réussit le bon temps d'1h22 minutes et 33 comparaison secondes. con Hinault et Herrera, moi je pensais que Herrera peut perdre 4 minutes 20. Si, c'est bon. Bon aussi, le temps de l'Espagnol Julián Gorospe, 1h20 minutes 10 secondes. Gorospe termine 4e de ce contre-la-montre.
13h58, Greg LeMond est parti. Je vais souffrir, je vais faire le maximum. Je suis un peu nerveux. Le maximum dans les jambes de l'Américain. Un parcours plat, sans trop de vent, sans virage dangereux, la performance physique totalement épurée. Quatre minutes plus tard, Bernard Hinault lance sa machine. Dans un peu plus d'une heure, on saura si les jambes du numéro 1 français sont toujours aussi solides. Non, mais je ne sais pas combien de secondes il va me battre. LeMond sait qu'Hinault marche très fort. LeMond qui a crevé à 8 km de l'arrivée pourtant et qui réussit tout de même 1:19:30. Et lorsqu'Hinault arrive, LeMond s'incline. L'Américain est battu de 44 secondes. Je pense que j'ai donné le maximum de mes possibilités. Après, on voit. Hinault est en tout cas le numéro 1 à ce moment-là. 1h18:47. LeMond battu reste deuxième. Mais attention, le danger vient d'un autre anglo-saxon, Stephen Roche. Il avance sans faiblir. Roche est tout de même derrière Hinault et LeMond, battu d'1 minute, mais Roche est confiant. Je pense que ça ne va rien dire parce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et puis, je pense que c'est surtout dans les montagnes parce que je peux perdre 2 minutes dans un contre-la-montre. Mais 2 minutes, c'est pas beaucoup dans la montagne. 14h30, Fignon recherche la concentration. Tout le monde attend la performance de l'autre grand favori du Tour. « 14h58, Fignon s'élance. Cyril Guimard va angoisser pendant plus d'une heure. Laurent Fignon a la montre sous les yeux. Il appuie fort sur les pédales. Le parcours doit lui convenir. Guimard connaît les temps de passage d'Hinault. Fignon n'a qu'à bien se tenir. L'homme du jour n'est pas l'homme d'un exploit, c'est l'homme d'une défaillance. Cet homme est dans ce camion, un peu effondré, il avoue qu'il a craqué aujourd'hui, c'est Laurent Fignon. Laurent Fignon qui a perdu beaucoup de temps dans ce contre-la-montre de Nantes. Le maillot jaune reste sur les épaules de Pedersen, malgré la très belle performance de Stephen Roche l'Irlandais. Fignon, incrédule, est battu de 3 minutes 42 par Bernard Hinault. Hinault qui le voit en direct, qui sait aussi ce qu'est une défaillance. Oui, c'est vrai, j'ai craqué, j'avançais pas. Dans un contre-la-montre, on dit toujours il faut partir vite, accélérer au milieu et finir au sprint. Moi, je suis parti doucement, j'ai ralenti au milieu et je me suis arrêté à la fin. C'était tout l'inverse de ce qu'il fallait faire. J'avançais pas, quoi. Un mauvais jour, un jour sans. Au classement, Bernard Hinault était donc le plus fort aujourd'hui. LeMond battu de 44 secondes, Roche d'1 minute 01. Ce qui fait qu'au général, les positions sont inversées. Si Pedersen reste en jaune, c'est Bernard Hinault qui a 1,34 d'avance maintenant sur Laurent Fignon. Alors les favoris, eh bien Fignon est donc 12e maintenant à 2,44 du maillot jaune. Herrera, lui, n'a concédé que 2 minutes aujourd'hui. Il peut encore bien faire dans la montagne.